Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, bon, parfait. Mon nom est Stéphanie Lavergne, comme Carl m'a si bien présenté. Je suis étudiante à la maîtrise à l'Université Laval en biologie végétale dans le laboratoire d'agroécologie avec Caroline Hald, où je complète présentement ma maîtrise. Mon plan... Oh boy, on va y aller... Ah, le mauvais bouton. Attends, j'ai-tu pris la mauvaise souris? Oui! Je te l'ai dit quoi faire. Ah, voilà. Donc, mon plan de présentation va aller comme suit. Je vais vous présenter très brièvement c'est quoi un mélange, pourquoi on s'y intéresse. Dans le fond, ma conférence fait suite à la conférence de Gilbert Hald qui a eu il y a quelques années et celle de Caroline de l'an dernier où elle vous a présenté une bonne revue de littérature sur les mélanges de culture de couverture. Puis, dans le fond, moi, aujourd'hui, je vais surtout m'attarder aux résultats. Donc, les résultats qu'on a obtenus dans le cadre de ma maîtrise, dans le cadre des essais qui ont été effectués à l'Université Laval, entre autres. Donc, un mélange de culture de couverture, c'est quoi? Bien, c'est une culture de couverture, donc qu'on va planter autant en dérobé, en intercalaire ou en pleine saison. Mais lorsqu'on parle de mélange multi-espèces, la particularité, c'est dans le fond qu'il va y avoir plus de 2 espèces dans le mélange où on va associer des espèces soit d'une même famille, ou de familles différentes. On va souvent essayer d'aller favoriser les légumineuses, surtout lorsqu'on parle de gestion de l'azote au champ. Donc, pourquoi qu'on s'intéresse au mélange multi-espèces, d'avoir plusieurs espèces dans le champ? Dans le fond, c'est simple, c'est pour aller chercher les services écologiques qui sont associés à chacune des espèces. Lorsqu'on parle de services écologiques, on parle des services d'approvisionnement, donc vraiment qu'est-ce qui se passe au champ, mais également les services qui sont plus écosystémiques. Voilà. Donc, on va aller favoriser vraiment la diversité végétale au champ. Au niveau de l'azote, on va aller balancer le compromis entre l'approvisionnement en azote, donc aller chercher l'azote atmosphérique par les légumineuses, et la captation des nitrates du sol pour éviter leur lessivage. On va également parler de stockage de carbone d'azote par la biomasse aérienne, la biomasse racinaire. Désolée. La compétition mauvaise herbe, naturellement, durant l'année d'implantation des cultures de couverture, mais également durant l'année qui va précéder les cultures de couverture. Puis, bien entendu, tous ces services-là vont permettre éventuellement, on l'espère, d'améliorer les rendements des cultures subséquentes, les cultures commerciales. Donc, brièvement, les rôles des cultures de couverture dans le cycle de l'azote, vous les savez probablement. On va utiliser principalement les légumineuses pour la captation de l'azote atmosphérique, tandis que les crucifères, les céréales vont être plus utilisés pour le système racinaire qui est dense, qui est profond, qui va vraiment pouvoir aller chercher les nitrates en profondeur pour limiter le lessivage puis garder le plus possible l'azote dans l'agroécosystème, donc dans la parcelle. Ce qui m'amène très rapidement, dans le fond, à mon projet de maîtrise, qui était l'évaluation des mélanges complexes de culture de couverture. C'est un projet Prime Vert, je tiens à le préciser, qui a commencé en 2017 et qui se termine dans 2 jours. Donc, puis, dans le fond, c'est un projet qui est sous la direction de Caroline Hald et de Anne Vanas, avec une très grande contribution de Marie-Noël Tivierge d'Agriculture agroalimentaire Canada, notamment pour tout ce qui concerne les racines de culture de couverture. Donc, nous, on avait quand même plusieurs objectifs ambitieux dans ce projet-là. Entre autres, d'aller voir comment les mélanges de cultures de couverture s'exprimaient. Aller voir vraiment l'établissement de chacune des espèces par rapport à ce que nous, on avait réellement semé. On s'est intéressé naturellement à la biomasse aérienne des mélanges, la biomasse racinaire. On a voulu également déterminer l'effet des cultures de couverture sur les mauvaises herbes. C'est quand même un beau défi en agriculture biologique. Évaluer l'effet des mélanges sur le rendement du maïs l'année précédente, puis également voir s'il y avait un effet additif, donc entre les précédentes cultures de couverture, mais également une fertilisation avec du fumier de poulet granulé. Donc, le projet s'est déroulé sur 2 sites, donc durant 2 saisons. Donc, une saison sur une ferme commerciale certifiée biologique dans la région de la Naudière, ainsi que 2 saisons sur la ferme expérimentale de l'Université Laval, qui n'est pas un site certifié biologique, mais qu'on a géré en régie biologique pour le bien du projet.
Donc, les deux sites étaient relativement différents et contrastés. Donc, dans la région de la Naudière, on a quand même 300 unités thermiques maïs de plus que dans la capitale nationale, donc qu'à Québec. On était également sur un loam argileux comparativement à un loam sableux. Les précédents culturaux aussi variaient beaucoup. Donc, une épeautre d'automne biologique comparativement à une orge conventionnelle. Puis sur le site commercial, les cultures de couverture ont été détruites à l'automne par un labour, alors qu'à l'Université Laval, elles ont été enfouies seulement au printemps, après le gel hivernal. Donc, pour ce qui a trait à la méthodologie, donc, durant l'année des cultures de couverture, on a implanté nos 5 traitements. Donc, les 5 traitements étaient composés, mis à part le témoin enherbé, étaient composés d'espèces annuelles détruites par le gel et contenaient tous du pois fourragé 46. Donc, on avait le pois fourragé, un mélange d'avoine et de pois, un mélange de 6 espèces composées d'avoine, de pois, de navets fourragés, de facélie et de vestes communes, et un mélange de 12 espèces comprenant les 6 mêmes espèces, auxquelles on a ajouté du lin, du pois autrichien, du sorgho soudan, de la févrole, du trèfle d'Alexandrie et une céréale de printemps qui variait selon le site. Puis nos mélanges, c'est important de le dire, c'était tous des mélanges qui sont composés de manière substitutive. Donc, la proportion de chacune des espèces était adaptée. Le taux de semis, était adapté à la proportion de chacune des espèces qu'on désirait avoir dans le mélange. Donc, le taux de semis a été adapté. Ce n'était pas chacune des espèces qui étaient semées à leur taux de semis pur. C'est quand même important. Ça a un impact direct sur les résultats qui sont obtenus. Puis, dans le fond, les cultures de couverture ont été détruites soit par un travail mécanique, soit par le gel hivernal. Et la nuit suivante, on a implanté du maïs. Donc, oui, on a fertilisé certaines parcelles et d'autres non pour voir l'effet de la fertilisation. Bon, au niveau de l'échantillonnage, des données que nous sommes allés chercher, bon, on s'est naturellement intéressé biomasse aérienne, biomasse racinaire, la teneur en azote et en carbone des biomasses, ainsi que la proportion des espèces. Au niveau du maïs, on s'est intéressé au rendement. C'est surtout les résultats de rendement du maïs que je vais vous présenter aujourd'hui. On s'est également intéressé à l'utilisation de l'azote par le maïs, que j'ai malheureusement pas eu le temps de faire toutes les analyses par rapport à ça, donc je ne vous présenterai pas. Puis au niveau du sol, on a suivi l'azote minéral, puis par de l'échantillonnage de sol traditionnel, mais également avec des résines échangeuses d'ions que je vais vous présenter un peu plus le fonctionnement quand on va être rendu là. Voilà. Pour ce qui est de la biomasse aérienne des cultures de couverture par traitement, dans le fond, qu'est-ce que je vous présente? C'est la biomasse aérienne en kilogrammes de matière sèche par hectare. Selon les 5 traitements, on va voir tour à tour la biomasse des cultures de couverture, la biomasse des volontaires et la biomasse des mauvaises herbes. Puis les résultats, c'est les résultats moyens pour l'ensemble des 3 sites. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le pois fourragé a produit la plus grande biomasse de culture de couverture comparativement au mélange d'avoine-pois et au mélange multi-espèces. Oh, désolée, je pense que ça apparaît plus vite sur moi que sur vous. Pardonnez-moi pour le décalage. Comparativement, c'est ça, au mélange, donc il y avait une biomasse des cultures de couverture plus faible dans les mélanges multi-espèces comparativement au mélange binaire et au pois fourragé. On voit que dans le témoin enherbé, il était composé majoritairement de céréales volontaires, soit d'épeautres d'automne sur le site commercial ou d'orge à l'Université Laval, donc pour une biomasse qui approximait 0,5 tonnes. Ça reste un engrais, une culture de couverture cheap, mais ça couvre le sol pareil, c'est présent, donc c'est non négligeable, mais ça n'a rien à voir avec une culture de couverture implantée, on s'entend. Puis la balance étant les mauvaises herbes. Qu'est-ce qui est intéressant de voir au niveau des mauvaises herbes, c'est que dès qu'on ajoute une culture de couverture, donc en l'occurrence le pois fourragé, on diminue la biomasse des mauvaises herbes. Puis lorsqu'on ajoute dès qu'on ajoute une autre espèce dans le mélange, donc à l'occurrence dans le mélange des espèces, une graminée, on vient augmenter la compétitivité des cultures de couverture et diminuer par le fait même la biomasse des mauvaises herbes.
Lorsqu'on s'intéresse à la biomasse racinaire, merci. Lorsqu'on s'intéresse à la biomasse racinaire, pour des raisons techniques d'équipement, la biomasse racinaire a seulement été prise à l'Université Laval. C'est pas que c'était pas intéressant de les prendre sur la ferme commerciale, c'était vraiment une question d'efforts et de tracteurs à déplacer. Donc, les racines ont été seulement prises à l'Université Laval, mais pour encore une fois les mêmes traitements, donc sur 2 années. Donc, encore une fois, puis les racines également comprennent, c'est la biomasse racinaire totale. Donc, ça inclut tant les cultures de couverture, les mauvaises herbes que les graminées volontaires. C'est possible en recherche d'aller les différencier par des outils génétiques. Ça commence à être, au niveau des cultures de couverture, ça commence à être fait. Par contre, c'est coûteux, puis vu que ce n'était pas vraiment dans les objectifs de mon projet de recherche, on n'est pas allé jusque-là, mais ça reste des résultats tout de même intéressants à avoir, surtout avoir une idée de la contribution racinaire au niveau de l'azote. Donc ici, c'est la biomasse racinaire. Donc, encore une fois, en kilogrammes de matière sèche par hectare. Donc, on l'a pris à 2 profondeurs. Les biomasses racinaires ont été prises, à 2 profondeurs. Encore une fois, la mauvaise souris. À 2 profondeurs, dans la couche 15-30 cm et dans la couche 0,15 cm du sol. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que, sans grandes attentes, on retrouvait une biomasse racinaire moindre dans le témoin enherbé que dans les cultures de couverture. Voilà. Puis, voilà. Puis dans la couche 0,15 cm, on remarque aussi que, en fait, il y a beaucoup plus de racines en surface. Donc, dans la couche 0,15 cm, il y a plus de racines. Puis, plus de racines et... Voyons. Je clique à côté depuis tantôt. Et le témoin enherbé avait autant, en fait, de racines dans la couche 0,15 cm que les mélanges. Puis, c'est vraiment la parcelle de pois fourragé où on retrouvait le moins de racines. La raison étant probablement que c'était un mélange où, dans le pois fourragé, il y avait quand même moins de mauvaises herbes, un peu moins de mauvaises herbes, mais plus que dans les mélanges, mais plus de céréales volontaires. Donc, mais quand même, c'était vraiment juste du pois fourragé. Puis ça a eu quand même une incidence sur le rapport tige-racine, donc la biomasse aérienne totale sur la biomasse racinaire. Ce que ça nous dit, ça, dans le fond, c'est que le pois, en fait, dans la parcelle de pois, il y avait environ 5,5 fois plus de biomasse aérienne que de racines, comparativement au mélange où on retrouvait 3,5 fois plus de biomasse aérienne, et dans le témoin, 2 fois plus. Puis dans le témoin, ça correspond pas mal à ce qu'on retrouve dans la littérature au niveau des céréales, au niveau des rapports tige-racine. Ici, on s'est beaucoup intéressé, comme je vous le disais en début de conférence, aux proportions, donc à l'expression des espèces de culture de couverture dans le mélange. Puis vous allez voir que ça a eu c'est quand même très contrasté selon les sites. Puis vous allez voir que ça a quand même eu une incidence également sur les apports d'azote des cultures de couverture par site. C'est là que ça devient quand même intéressant. Donc, ici, qu'est-ce que je vous présente? Dans le fond, c'est la proportion des espèces, donc en pourcentage de la biomasse observée sur la biomasse totale, en comparaison avec, dans l'encadré en gris, à ce que nous, on a semé initialement. Donc, les proportions que nous, on visait par nos semis. Donc, on visait un 60 % de pois fourragé dans le mélange de deux espèces. On voit que pour 2 sites sur 3, le pois fourragé était présent à plus de 60 %, alors que pour le site à l'Université Laval en 2018, le pois fourragé s'est exprimé comme on s'attendait à ce qu'il s'exprime ou comme on désirait qu'il s'exprime. Donc, la balance étant l'avoine, naturellement, étant le mélange de 2 espèces. Donc, c'est ça. Le pois, c'est vraiment plus exprimé que l'avoine pour 2 sites sur 3, donc en 2017, comparativement en 2018. Encore une fois, ça va être la même façon de présenter les résultats, mais ici, pour le mélange, 6 espèces. Donc, encore une fois, les 3 sites, mais cette fois-ci, 6 espèces. Donc, on voit qu'ici, on visait une proportion de pois de 30 %. Mais qui s'est établi à, encore une fois, plus de 60 % 2 sites sur 3, environ
à peu près 45 pour le site à l'Université Laval en 2018, donc plus de 30 pour l'ensemble des 3 sites. Donc ici, on a l'avoine, la veste commune, le millet perlé qu'on retrouvait seulement à un des sites, le navet fourragé et puis la facélie. Donc, on le voit quand même pour le mélange 6 espèces, c'est quand même plus contrasté, on va le voir tout à l'heure dans le mélange 12 espèces, mais on voit quand même que l'expression des cultures, le pourcentage de légumineuses, ça varie quand même beaucoup d'un site à l'autre. Donc, pour une biomasse qui était similaire au total, donc on n'avait pas de différence significative quand même au niveau des traitements pour la biomasse, mais pour les proportions d'espèces se sont exprimées différemment. Voilà. Donc ici, pour le mélange 12 espèces, c'est encore la même poutine. Donc, on a le pois fourragé ainsi que le pois autrichien. C'est quand même important de dire qu'on avait 2 types de pois dans notre mélange. Par contre, au niveau du laboratoire, séparer les 2 types de pois, c'était difficile. Donc, pour s'assurer qu'on avait vraiment une donnée qui se tient, on a préféré combiner la valeur ensemble. Donc, on avait un semis initial avec 20 de pois fourragé et 10 de pois autrichien pour un total de 30 de pois dans le mélange. Donc, encore une fois, on voit que le mélange s'est exprimé à plus de 30 là, de pois au total. Donc, ici, on a l'avoine, le blé ou l'orge. Donc, le blé a été utilisé à l'Université Laval, qu'on a utilisé de là sur la ferme commerciale pour pouvoir les distinguer avec les céréales volontaires. La veste commune, le millet perlé, le navet fourragé, la facélie, le trèfle d'Alexandrie, la févrole, le sorgho soudan et le lin. Encore une fois, c'est ça. Le pois de mine pour l'ensemble des sites. Pour le site à l'Université Laval en 2018, c'est vraiment le pois, l'avoine qui vont dominer. C'est important aussi de dire qu'on a eu une très faible implantation, voire une implantation quasi nulle des C4, donc des graminées de saison chaude. C'est quand même normal considérant le moment de leur implantation après une céréale au mois d'août, donc il a manqué de chaleur pour permettre leur croissance. Puis on a une faible biomasse de la facélie. Mais moi ici, qu'est-ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est vraiment la différenciation de l'expression des cultures de couverture, comment on voit quand même qu'il y a un effet de l'expression selon la région pédoclimatique. On voit que sur le site de la ferme commerciale, qui était plus à la Laudière, les cultures qui s'expriment mieux avec la chaleur se sont bien développées. Les légumineuses étaient également vraiment plus présentes, alors que c'est plus le navet, la veste qui s'est bien exprimé à l'Université Laval en 2018. Donc, c'est quand même important de savoir, puis de prendre conscience, puis on le sait avec les mélanges multi-espèces, c'est quand même pour ça qu'on les utilise, qu'il y a des espèces qui dominent. Ce n'est pas toutes les espèces qui sont présentes qui vont atteindre leur plein potentiel, mais les espèces qui sont présentes produisent une belle biomasse, puis vont apporter des services. Mais c'est quand même prendre conscience de ce qui s'établit dans son champ. Ça permet d'adapter aussi les mélanges d'une saison à l'autre, mais aussi selon nos types de conditions. Donc, nous, c'est sûr qu'on a utilisé 2 mélanges multi-espèces. On s'est basé sur ce qui était disponible commercialement. On n'a pas tout testé, on n'a pas tout comparé non plus avec des cultures en monoculture. Donc, on n'a pas implanté nos 12 espèces seules. Donc, fait que c'est difficile de faire les comparatifs, mais c'est quand même très intéressant ici de voir l'expression qui est vraiment variable d'un site à l'autre. Puis d'autant plus qu'on voit que ça a possiblement un effet sur la biomasse en azote totale. Voilà. Donc ici, justement, comme je disais qu'il y avait un effet sur la biomasse en azote, donc on a un effet par site. Donc je vais vous présenter les 3 sites différemment. Donc on a l'apport potentiel en azote de la biomasse aérienne pour l'ensemble des traitements. Naturellement, pour le témoin enherbé, là, ça va toujours être très, très bas. Là, on voyait que c'était une biomasse autour de 500 kg de céréales volontaires, presque 800 kg au total avec les mauvaises herbes. Ça reste peu, puis c'était pas des légumineuses non plus. Donc, ici, pour vous rappeler, sur la ferme commerciale, en 2017, dans le mélange de 2 espèces, donc d'avoine-pois, était composé à 93 de pois fourragés. Ça l'explique quand même le grand apport de biomasse qui était
similaire, en fait, de biomasse en azote qui était similaire, en fait, au pois fourragé. Puis, les deux mélanges multi-espèces, dans le fond, étaient composés également à 84 de légumineuses. Donc, c'est ce qui expliquerait, en fait, pourquoi on n'a pas de différence au niveau de l'apport potentiel en azote, donc la teneur en azote de la biomasse aérienne. Voilà. Puis, ben, je vous rappelle qu'on n'a pas pris les racines, donc je ne peux pas vraiment vous donner de données d'azote de racines pour ce site. Pour le site Université Laval en 2017, bien là, ici, on avait des apports, des pourcentages de légumineuses qui étaient différents par rapport, naturellement, au pois fourragé, qui était à 100 %. Puis, on voit qu'effectivement, qu'il y a probablement un effet de la diminution de la proportion des légumineuses dans le mélange qui affecte l'azote de la biomasse, dans le fond. Donc, on voit que dès qu'on a diminué la proportion de légumineuses, il y a significativement moins d'azote dans la biomasse par rapport au pois fourragé en culture pure. Puis, encore une fois, c'est un peu qu'est-ce qu'on retrouve à l'Université Laval en 2018, encore une fois avec les proportions de légumineuses encore moindres, avoir le 60 %, pourquoi il est non significativement différent des traitements, il reste encore un peu de pensée là-dessus, mais on voit quand même qu'il y a une belle relation entre les proportions de légumineuses dans les mélanges et l'apport potentiel en azote. Ceci étant dit, c'est quoi l'effet réel sur l'azote dans le maïs l'année suivante? Ça, c'est une question qu'on s'est posée, que vous posez sûrement, je l'imagine, avec l'importance que ça a pour vous, plus que pour moi dans mon quotidien. Dans le fond, pour ce faire, nous, on a fait des suivis d'azote un peu plus serrés durant l'année du maïs. Puis on l'a fait principalement sur le pois fourragé et le mélange le plus riche, donc le mélange de 12 espèces, puisqu'on a eu un financement qui nous permettait d'aller suivre avec des résines échangeuses ion. Fait que pour vous rappeler un peu, là, quoique ce n'est pas très loin, juste vous rappeler qu'effectivement, à l'automne, on avait une biomasse qui était plus grande dans le pois fourragé, un plus grand apport potentiel en azote par rapport au mélange des espèces. Puis au niveau de l'azote du sol, donc le petit graphique qu'on voit ici, on voit également que les nitrates du sol étaient augmentés dans le pois fourragé en comparaison au témoin, puis qu'il y avait donc le témoin enherbé, alors que le mélange 12 espèces, il n'y avait pas d'effet au niveau des nitrates du sol. Ça se traduit comment l'année suivante, donc dans le maïs. Pour faire le suivi de l'azote dans le maïs, on a pris des échantillons de sol dans la couche 0,15 cm aux 21 jours à partir du moment du semis pour faire le parallèle entre les nitrates du sol, donc mesurés ici, puis le flux de nitrates mesuré avec les résines échangeuses ion que je vais vous présenter à la prochaine diapositive. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit ici? Le temps zéro, c'est le semis. Donc, on a pris un échantillon de sol à 0,15 cm pour le traitement de 12 espèces qui est en vert et le pois fourragé, donc les précédents, en bleu. À ce moment-là, il y avait eu l'enfouissement des cultures de couverture qui avait eu lieu, puis un travail de sol primaire, un travail de sol pour l'établissement du maïs. Donc, c'est vraiment la journée suivant l'implantation du maïs, cette donnée-là. Puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, au début de la saison, il y a vraiment une différence significative entre le pois fourragé et le mélange de 12 espèces. Donc, il y a plus d'azote dans le sol suite au précédent pois fourragé au moment du semis. Par contre, on voit que ça tourne autour de 15 kg d'azote à l'hectare, alors qu'à l'automne, on était plus autour de 20 kg d'azote par hectare, de nitrate par hectare. Là, c'est important de faire la différence. Ça veut dire que potentiellement, durant l'hiver, on ne l'a pas mesuré. On n'a pas pris de données, fait que je ne peux pas le dire hors de tout doute. On n'a pas fait ce suivi-là, mais il y a potentiellement eu une perte d'azote durant l'hiver ou une minéralisation de l'azote aussi qui s'est effectuée avant qu'on sème le maïs dans les parcelles. Donc, pour l'Université Laval en 2017, donc voilà, puis on voit qu'il y a une augmentation de l'azote entre le semis et 21 jours après le semis, puis après ça, les nitrates diminuent tranquillement.
avec les résines. Donc, les petites résines, je sais, on voit moins que je pensais. C'est les petites résines orange et mauve qu'on voit dans le sol. Ça a vraiment un rôle d'imiter les racines. Donc, les ions vont venir s'absorber pendant une certaine période de temps. Nous, on les laissait 21 jours au champ dans les rangs de maïs. Donc, les ions viennent s'absorber, puis ça permet vraiment de mesurer un flux d'ions dans le sol. Donc, c'est une information complémentaire aux échantillonnages de sol qu'on a fait durant la saison. Puis, dans le fond, les échantillonnages étaient au même moment que nos échantillons de sol, donc qui étaient placés pour 21 jours, puis on les changeait à chaque 21 jours, soit jusqu'à 84 jours après semis. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'il y a probablement également la même tendance ou qu'il y a une légère augmentation des nitrates disponibles dans le sol en début de saison pour atteindre un pic plutôt autour de 42 jours après semis pour après ça diminuer. Ce qui veut dire que veut probablement dire que la minéralisation des cultures de couverture a lieu plutôt en début de saison. Ce qui est quand même logique, c'est qu'est-ce qu'on voit beaucoup avec les cultures de couverture, puis c'est un peu le nerf de la guerre, de la gestion de l'azote avec les cultures de couverture, d'avoir une synchronisation de la minéralisation des cultures de couverture avec les besoins en azote du maïs. Est-ce que ça veut dire que le maïs n'a pas profité de cet azote-là? Non, mais ça veut quand même dire que l'azote n'était pas nécessairement le plus optimal au meilleur moment pour le maïs. Qui nous amène, oh mon Dieu, désolée pour les problèmes de souris. Ce qui nous amène, dans le fond, à aller voir l'effet des cultures de couverture sur le maïs. Là, on voit, c'est pas tout à fait synchronisé avec les besoins du maïs. Est-ce que ça le nuit au maïs pour autant? Non, pas nécessairement. Donc, au niveau des rendements de maïs, qu'est-ce qu'on voit dans le fond? Ça, c'est les résultats pour l'ensemble des 3 sites. Et pour les 2 niveaux de fertilisation, je vais vous montrer l'effet de la fertilisation par après. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les rendements ont été supérieurs suite au précédent pois fourragé et au précédent du mélange avoine-pois, comparativement au mélange de 6 espèces et aux témoins enherbés, alors que les rendements dans le précédent de 12 espèces, donc le mélange le plus complexe, donc le plus riche, il n'était pas significativement différent des autres traitements. Donc, pas significativement différent du pois fourragé, mais pas nécessairement significativement différent du témoin enherbé non plus. Puis, on voit, pour les producteurs conventionnels, les rendements sont quand même très bas. On restait dans un système en régie biologique. Pour les producteurs biologiques aussi, les rendements doivent vous sembler bas. Les rendements obtenus à l'Université Laval en 2017 étaient relativement très bas, là, ce qui ramène la moyenne des rendements à la baisse. Mais l'effet des traitements restait les mêmes. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la fertilisation, donc nous, on a apporté l'équivalent de 120 kg d'azote par hectare de fumier de poulet d'azote du fumier de poulet granulé fractionné au semis, donc 50 kg d'azote au semis et 70 kg l'équivalent de 70 kg d'azote au stade 6 feuilles. Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment il y a une augmentation du rendement, mais ça reste une légère augmentation du rendement de l'ordre de 11 Ce que ça nous dit, c'est que oui, les cultures de couverture ont permis d'apporter de l'azote, mais qu'ajouter du fumier, ça a permis d'augmenter un peu plus. Donc, les cultures de couverture à elles seules ne remplissaient pas tous les besoins en azote du maïs pour nos traitements à nous, pour les 3 sites que nous avons utilisés. Donc, ce qui m'amène à ma conclusion. Si jamais il y a du temps, j'ai du matériel supplémentaire, puis j'ai si vous avez des questions également. En conclusion, on a vu que la biomasse du pois fourragé, le pois fourragé était plus productif, produisait une plus grande biomasse que le mélange 2 espèces, ainsi que les mélanges multi-espèces. On a également constaté que le pois fourragé, dans l'ensemble des mélanges, dans l'ensemble des sites, dominait. C'est un peu causé aussi par le fait que nous, on l'a semé à des proportions plus élevées, donc pas par son diviseur, dans le fond. Parce qu'on voulait du pois fourragé dans les mélanges, on voulait vraiment apporter de l'azote. Oh oui, voilà. On a également vu que l'apport en azote était
associé, en tout cas du moins l'apport potentiel en azote, donc la biomasse en azote des cultures de couverture est associée avec la proportion de légumineuses qui était présente dans le mélange, puis que leur minéralisation se passait surtout en début de saison. Puis également, bon, pour ce qui est des rendements, le poids fourragé, les précédents poids fourragés et du mélange d'avoine-pois ont permis de produire une plus grande biomasse que les précédents du mélange 6 espèces et du témoin enherbé, alors que le mélange 12 espèces produit un rendement intermédiaire et que l'ajout de fumier a permis une augmentation des rendements de l'ordre de 11 %. Voilà. Je voudrais remercier les partenaires financiers du projet. Vous remercier, vous, de m'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre, si vous ne le faites pas déjà, la page Laboratoire d'agroécologie si vous voulez poser plus de questions ou tout simplement m'écrire à mon adresse courriel ou tout simplement les poser maintenant. Je suis à votre entière disposition pour le faire. Merci. Je prends la gorgée puis je la prends. On a le temps pour des questions pour Stéphanie. Monsieur Caplette. Au sujet de vos suivis de poids fourragés, vous dites que pour vérifier vos retours d'azote, il y a eu quand même un travail de sol au printemps. Oui. On va répéter la question. Avez-vous déjà évalué si l'azote avait été disponible plus décalé ou en quantité identique s'il n'y avait pas eu de travail de sol? Dans le fond, on m'a posé la question à savoir, mon X, à savoir si on avait pris les mesures d'azote avant le travail de sol ou si on avait fait des parcelles sans travail de sol, si on aurait remarqué qu'il y avait des apports, des nitrates d'azote du sol qui étaient plus importants. C'est pas quelque chose que nous, on a fait dans le projet, c'est quelque chose, honnêtement, que je regrette qu'on n'ait pas fait. Parce que, justement, on se trouve à avoir, dans le cadre de mon projet de maîtrise, un genre de triangle des Bermudes où on sait qu'on aurait pu prendre les mesures d'azote, mais on ne l'a pas fait. On n'est pas capable, avec la littérature, on peut conclure, on peut poser des hypothèses, mais on n'est pas capable de conclure exactement si on a perdu de l'azote ou si simplement il n'y en avait pas plus, ou si l'azote aurait été plus disponible vers la fin de la saison. Malheureusement, ce n'est pas des données qu'on a. Mais c'est des données qu'on aimerait avoir, puis j'aimerais ça un projet un jour qui prenne des mesures de l'azote du sol durant l'hiver pendant les cultures de couverture, justement pour voir cet effet-là. Donc, effectivement, c'est une très bonne question qu'on se pose d'ailleurs dans le laboratoire. Amélie? Bien, je voulais juste distinguer, je m'excuse si j'ai mal compris, mais est-ce que c'est un travail d'automne qui a été fait, automne et printemps, ou juste automne ou juste printemps? Oui, dans le fond, oui, à savoir le type de travail de sol qui a été fait pour les 3 sites. Dans le fond, sur la ferme commerciale, il y a eu un labo d'automne, puis un vibro, mais ce n'est pas les résultats de suivi d'azote que je vous ai présentés. Les résultats de suivi d'azote, je les ai présentés à ceux de l'Université Laval, où il n'y a pas eu de travail de sol à l'automne, mais qu'il y a eu 2 passages de vibro au printemps pour enfouir les cultures de couverture. Il n'y a pas de problème. Oui, monsieur ici. Oui, quand on voit l'apport d'azote qui a été fait pour 11 % d'augmentation, il n'y a aucune rentabilité, surtout avec du 3 à 4 Oui, effectivement, ça fait partie, oui, à savoir la rentabilité d'ajouter 120 kg d'azote dans notre essai à nous sur la rentabilité. Donc, c'est quand même un passage au champ qui est coûteux. Ça fait partie... Le rapport primaire est dans 2 jours, là, mais ça fait partie des données économiques qu'on est en train de calculer actuellement. J'ai les données pour le prix des semences, mais on est en train d'évaluer le coût, justement, des opérations par rapport au rendement qu'on a obtenu, justement pour voir c'est où qu'il y a le plus de bénéfices ou plus d'argent dans nos poches là, par rapport, justement, aux pratiques puis au rendement. L'effet du pic d'azote suite au travail de sol, c'est juste parce qu'il y a une minéralisation trop active. Oui, l'effet du pic d'azote, la question c'est, ou le commentaire c'était si le pic d'azote c'était en raison du travail de sol, qui a permis une accélération de la minéralisation, puis oui, c'est tout à fait ça. Mais qu'est-ce qui est difficile à voir, c'est à savoir, vu qu'on n'a pas pris de mesures,
ni avant le travail de sol, ni directement dans les semaines qui ont suivi. Il y a quand même un bon 2 semaines qui a suivi la destruction des cultures de couverture puis l'implantation du maïs grain pour des questions de gestion aussi des mauvaises herbes dans les parcelles. On n'a pas cette mesure-là. L'idéal aurait été d'avoir fait vraiment un suivi de l'azote plus serré, d'aller prendre une mesure avant la destruction des cultures de couverture, puis une mesure entre la destruction des cultures de couverture et le semis du maïs. Ça nous aurait permis de voir vraiment s'il y avait une tendance à la hausse puis une accélération de la minéralisation de l'azote des cultures de couverture suite à leur enfouissement. Est-ce que ça... Il y avait monsieur ici. Votre pic d'azote, Oui, au printemps, sur des cultures de couverture qui étaient mortes à l'hiver. c'est ça, Pas des cultures de couverture qui survivaient à l'hiver. exactement. Il n'y a pas eu une prévision de test pour les cultures qui vont survivre à l'hiver? Je ne peux pas parler pour Caroline. La question d'un, c'est à savoir si c'était des cultures de couverture qui étaient détruites par l'hiver. Effectivement, ce sont toutes des cultures annuelles, donc qui ont été détruites par le gel, à l'exception en 2018, très anecdotique, du navet fourragé qui a passé l'hiver, mais il était tellement présent en faible proportion que c'était très anecdotique. Ce n'est pas ça qui a vraiment pu... c'était comme l'équivalent d'une mauvaise herbe là, dans les parcelles. Là. Il y en avait par-ci, par-là, mais vraiment pas beaucoup. Puis la question, c'était aussi à savoir s'il y a des études qui sont prévues ou en cours sur l'utilisation de cultures de couverture qui passeraient l'hiver. Il y a une étude de Anne Vanas qui a été faite, entre autres, avec le trèfle rouge il y a quelques années, qui en parlait. Puis il n'y avait pas de différence dans cette étude-là entre la destruction à l'automne du trèfle rouge et la destruction au printemps. Par contre, c'est sûr que c'est intéressant, surtout plus en Ontario, là, ils font beaucoup de recherches là-dessus, mais c'est sûr que ça serait intéressant, mais je ne suis pas au courant de projet à l'Université Laval pour l'instant qui le regarderait ça. Monsieur Bossirois qui avait levé la main. Oui, mais ça enchaîne sur la question précédente. Quel était le stade des cultures de couverture au moment du premier gel? Oui, le stade des cultures de couverture au moment du premier gel, en 2017, le stade était plus avancé. Dans la Naudière, les cultures de couverture, le pois était en fleurs, puis les céréales commençaient à monter. Là, dans le fond, on sentait les panicules dans les tiges. Tandis qu'on était autour, l'échantillonnage a été fait à l'Halloween, je me rappelle, c'était le 31 octobre. Donc, puis à l'Université Laval, les stades étaient relativement similaires. Par contre, en 2018, on a eu un gel très hâtif. Puis là, pour l'ensemble des cultures de couverture, on était au stade végétatif. Donc, il y a un impact important sur la disponibilité de l'azote au printemps, probablement. Oui, c'est sûr que la phénologie des espèces, leur stade de croissance a un impact. Ça a un impact sur la teneur en azote des tissus. Donc, oui. Merci, c'est tout le temps dont on disposait.